merci pour l'interview. Alors, je fais cette interview dans des conditions un peu particulières parce qu'en ce moment, mon bureau est en travaux. Et je suis hébergée chez ma bêta lectrice, donc on filme depuis chez elle. Si vous voyez passer un petit charroux mignon dans l'image, c'est le sien. Donc, mon dernier roman adulte en date, c'est Les Seigneurs de Bohème. C'est de la dark fantasy avec des passages assez sombres, assez violents, mais aussi pas mal de lueurs d'espoir. Et un peu d'humour, enfin j'espère, et il est paru chez Critique. Et c'est en fait un monde au tournant Moyen-Âge-Renaissance qui est beaucoup inspiré de tout ce qui est mythes et légendes d'Europe de l'Est. C'est un an qui voit changer un empire qui dure depuis 10 siècles, qui croit qu'il va pouvoir durer 10 siècles, et c'est l'année qui va en fait voir sa fin. Pour l'écrire, je me suis renseignée sur beaucoup de fins d'empire, donc la fin de l'Empire romain que j'avais déjà bossé pour La Voix des oracles, la fin aussi de l'Empire mongol, enfin voilà, beaucoup de fins d'empire, et j'ai essayé de faire la mienne. Et aussi travailler cette période de transition, parce que les périodes de transition, c'est vraiment ce qui m'intéresse, ce qui me passionne. Et ma petite touche particulière, si on peut dire, c'est les héros qui vont amener cette fin du monde, qui changent un peu des canons de la fantasy, que personne n'attendait et qui eux-mêmes n'attendaient pas, s'attendaient pas à changer un monde cette année-là. Évidemment, ça va bouleverser leur vie. Pour vous donner juste un petit aperçu, donc il y a Sainte-Étoile, qui est un escrimeur qui s'appelle ainsi à cause d'une cicatrice en forme d'étoile qu'il a sur le crâne. Et il est persuadé que c'est un monstre qui s'appelle Mordred et qui parle dans son crâne, et le monstre lui répond. Quand on les découvre, ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble, ils ont un peu une relation de vieux couple. Alors Mordred, enfin on n'est pas sûr si c'est Mordred ou si Sainte-Étoile, a voulu monter une secte apocalyptique dans la steppe qui borde l'Empire, qui est là où on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Ça s'est assez mal terminé, tous les adeptes sont morts quand Sainte-Étoile s'est réveillée d'une sorte de transe ou de sommeil éthylique. Ils étaient déjà en train de se faire manger par les mouches, et donc depuis, Sainte-Étoile est revenue dans Bohème et est poursuivie par les parents de ses anciens adeptes qui ont un peu mal pris que leur rejeton aille mourir ainsi au fond de la steppe. Voilà. Et Sainte-Étoile va se retrouver entraînée dans une aventure un peu trop grande pour lui, qui va l'amener à aider donc cette fin d'empire. Alors, question simple, mais en même temps assez énorme. Déjà, j'écris parce que j'ai toujours eu des histoires dans la tête. Quand j'étais enfant, je les racontais à mon petit frère et puis à tous nos potes. Ensuite, je les ai racontées en théâtre, en scénario dans mon école. J'ai fait une école de scénario. Et puis, maintenant, voilà, je les rencontre en livre. J'ai des personnages dans la tête, ils sont là, ils veulent sortir. Voilà, enfin, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment le processus, c'est comme ça que ça se passe. Et j'écris aussi pour parler de ce qui me touche, de ce qui me révolte parfois. Donc ma bêta lectrice, là chez qui je squatte, dites-moi que je suis une éponge parce que je réagis beaucoup au monde qui m'entoure. Et je veux aussi parler du monde dans lequel on est, et ça pour moi c'est une des forces de la fantasy, c'est qu'à la fois c'est une littérature complètement d'évasion, de voyage, et en même temps elle permet de parler aussi des enjeux à la fois humains, universels et complètement actuels, mais en plus en prenant un recul qui permet de les voir différemment. Pour maintenir l'intérêt du lecteur, en fait, j'ai pas de recettes, et puis je crois pas vraiment aux recettes en littérature. Par contre, il y a 2 ou 3 choses que j'ai appris au fil de mon parcours, et notamment dans mon école avec Olivier Laurel, qui est un très grand scénariste, c'est de sortir de ma zone de confort, de pousser mes personnages le plus loin possible dans des difficultés, de les mettre à l'épreuve, de les mettre dans des situations dont parfois je sais même pas comment ils vont s'en sortir. Et souvent, en fait, c'est là qu'on découvre des ressources cachées des personnages. Et vraiment, c'est ça voilà, que j'essaye de faire, c'est toujours d'amener les personnages au bout de leur histoire, de faire ce que l'histoire demande et pas ce que moi je voudrais un peu égoïstement en tant qu'auteur en fait. Et je pense que quand on fait ça, quand on fait ce travail jusqu'au bout, quand on est sincère, les lecteurs le sentent et ils nous accompagnent. J'ai beaucoup travaillé les structures de scénario déjà, et puis après de romans, je connais construction, 3 actes, 5 actes, tout ça. Je fais des structures vraiment très travaillées au brouillon avant de me lancer dans un roman, surtout quand c'est un roman choral comme Bohème, où il y a 4 histoires qui se mêlent, et 4 histoires principales, et qui ont chacune une influence sur les autres. Et après, pendant que je l'écris, pendant que je rédige, il y a plein de choses que je découvre au fil de la plume, et ça bouleverse complètement ces structures, et alors je les casse complètement, je les rattrape, enfin, c'est vraiment un travail d'équilibriste. Heureusement, j'ai des filets de sécurité pour m'aider, j'ai mes bêta-lecteurs, j'ai mon éditeur. Et je me dis, si à un moment ça marche pas, ils me le diront quand même. Et puis au final, tout retombe sur ses pieds, c'est un peu de la magie par moment. Enfin, j'espère que tout retombe sur ses pieds. Mais surtout, c'est de la magie parce que j'ai beaucoup préparé en amont. Je travaille énormément en amont, mon univers, mes personnages.
mes lignes narratives, je fais beaucoup aussi de frise temporelle avec tous les événements, de toutes les lignes narratives de mes histoires. Et c'est cette préparation-là qui me permet en fait d'improviser au fil de l'écriture. La question de l'adaptation au cinéma, bah forcément ça fait rêver. En plus, moi j'ai aussi un côté cinéma, voilà, j'ai fait une école de cinéma. Et j'aime beaucoup le cinéma, c'est une très grande source d'inspiration pour moi. Après en France, on est un pays où il y a encore du mal à avoir des adaptations de romans, de science-fiction, de fantasy, de fantastique au cinéma. Bon, il y a du mal à avoir un cinéma de science-fiction, fantasy, fantastique en général. Alors que voilà, des adaptations, il y en a partout sur la planète, il y en a aux États-Unis, il y en a en Espagne, il y en a en Russie, enfin partout. Et en général, ça donne de vrais bons films en plus. Et là, en France, ça existe encore très peu. Et pour essayer de changer ça et pas être juste en train de se plaindre autour de la machine à café, avec un groupe d'auteurs, on a monté une association qui s'appelle Icellus, d'après le dieu qui fait le lien entre les rêves et la réalité, pour justement faire du lien entre le monde audiovisuel, qui nous connaît encore très peu, et puis le monde littéraire, qui a plein d'histoires à lui apporter. Donc voilà, on essaye de faire bouger les choses à notre petite manière, et on espère qu'un jour ça donnera des adaptations, ciné ou télé d'ailleurs aussi, voilà. Alors j'écoute beaucoup de musique quand j'écris, ça me permet vraiment de me mettre dans ma bulle, de sortir du monde du quotidien pour me mettre dans le monde de mes romans. Il y a des musiques que j'écoute quel que soit le roman, et puis il y en a d'autres qui sont plus spécifiques. Donc par exemple quand j'écris Un éclat de givre, sans surprise, j'ai écouté beaucoup de jazz. Là je suis en train d'écrire la suite de Bohème en ce moment, donc je vais écouter pas mal de BO de films, je vais écouter des trucs beaucoup plus symphoniques comme c'est du roman choral, je vais écouter pas mal de métal, j'écoute du pirate metal aussi. Il y a peu de gens dans mon entourage qui apprécient le pirate metal, mais moi si. Et ma méthode de travail, bah, comme j'ai commencé à lire, c'est donc beaucoup de préparation en amont, beaucoup de documentation, des repérages dès que je peux, ça je pense qu'on y reviendra dans la suite. Et après, beaucoup de café, trop, il faut que je limite. Donc pas mal de nuits blanches. Et finalement, en fait, je m'organise pour pouvoir, au moment où je travaille, travailler dans un chaos complet, quoi. C'est-à-dire vraiment, j'écris, je change l'histoire au fil de l'écriture, je peux écrire voilà, des nuits entières, 14 heures d'affilée sans en sortir. Je réécris beaucoup aussi, je m'appuie beaucoup donc, sur mes bêta-lecteurs, sur mon éditeur. Vraiment, je travaille beaucoup mes textes et je préfère écrire des chapitres que je vais complètement jeter parce que je m'aperçois que ça marche pas, plutôt qu'essayer de sauver un chapitre qui est pas trop mal, en fait. Voilà, donc ça, vraiment, j'ai un côté très bourreau de travail, mais que j'assume complètement. Ouais. Plus que de personnes réelles, je m'inspire de mon expérience pour créer mes mondes, mes personnages. Bon, dans Un éclat de givre, Ched, même si c'est un homme, il y a beaucoup de moi quand j'avais son âge, quand j'étais au théâtre. Voilà, il y a beaucoup de mes expériences de théâtre. Il y a des anecdotes parmi les plus absurdes de Ched qui sont en fait des vraies anecdotes de théâtre, qui me sont arrivées dans la vraie vie. Et puis après, je m'inspire pas forcément de quelqu'un pour en faire tout de suite un personnage de roman, mais il y a des petites références. Donc aux gens qui me sont proches, aux gens qui me touchent ou que j'admire. Dans certains de mes romans, les gens le savent en général, enfin voilà, les gens le savent toujours d'ailleurs, c'est pas un secret. Et par exemple, donc, mon bêta-lecteur, Jérôme, a fait pas mal de sports de combat, s'est pété les 2 genoux plusieurs fois, donc souvent je pète des genoux à des personnages dans mes romans pour lui, voilà. C'est pour Jérôme. Alors il n'y a pas vraiment de romans que j'aurais aimé écrire, parce que finalement, tous les romans que j'aime, j'ai adoré les lire, et c'est vraiment bien de pouvoir être en position de lectrice aussi. Par contre, j'ai un grand projet fantasme qui me suit depuis que j'ai commencé à écrire, pour lequel je prends des notes et je fais de la documentation depuis des années. Et je pense que j'en ferai pendant des années encore, c'est que je vais écrire un grand roman maritime qui se passe au XVIIIe siècle, vraiment grande épopée sur les mers, avec beaucoup de réalisme magique aussi, et puis en même temps tout le côté très âpre de cette époque. Et en même temps, c'est l'époque où la liberté s'inventait sur la mer. Donc je voyage dans les lieux de ce roman, je fais beaucoup de documentation, je pense que je vais encore le travailler au brouillon en prenant des notes pendant quelques années avant de vraiment m'y mettre. C'est un projet de longue haleine et j'attends quelque part d'avoir les épaules pour l'écrire en fait. Ce qui m'a marqué surtout dans tous les débats donc autour de l'écriture inclusive, c'est les positions des adversaires qui poussaient des cris d'orfraie. En gros, pour eux, si on changeait la langue tout de suite, c'était la Bérésina, la fin de l'humanité, ou en tout cas la fin de la culture française, la décadence de l'Empire romain. Sauf que la langue, elle a toujours changé en fait. Le français, c'est une matière vivante.
J'ai étudié l'ancien français par ailleurs au cours de mon parcours, donc j'ai du français du Moyen-Âge, du français de la Renaissance. C'est pas du tout la même langue qu'aujourd'hui et c'est tant mieux, parce qu'une langue, ça vit, ça bouge, ça s'adapte. Et j'espère que notre langue va continuer à vivre, qu'elle va continuer à changer. Je sais pas dans quel sens, quelque part, c'est pas à moi de le dire. Si on rajoute un peu de féminisation, c'est pas mal, parce que franchement, en ce moment, on en a quand même plutôt perdu au cours des siècles, donc ça manque un peu. Mais j'espère surtout que notre langue va continuer à vivre et à évoluer. Les choses à améliorer dans le monde de l'édition, je pense que là je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais l'auteur est très souvent le parent pauvre de la chaîne du livre. Alors je suis pas du tout pour les oppositions basiques, les gentils auteurs contre les méchants éditeurs, ou contre les méchants distributeurs, ou contre les méchants libraires, parce que dans la chaîne du livre, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de gens qui font du mieux possible leur travail, avec beaucoup de passion. Donc voilà, pour moi ce qu'il faudrait, c'est pas s'opposer les uns les autres, mais quand même revoir le système en profondeur, pour que les auteurs puissent vraiment être rémunérés à la hauteur du travail qu'ils fournissent, en n'oubliant pas que quand on rémunère un auteur, l'argent qu'on gagne, c'est de la liberté pour pouvoir écrire d'autres livres, pour pouvoir travailler d'autres livres. Voilà, pour pouvoir écrire plus, se développer davantage, pouvoir étendre davantage nos ailes en fait. Et pour avoir cette liberté-là, il faudrait qu'on soit rémunéré de manière un petit peu correcte. Alors il y a des éditeurs déjà qui le font vraiment. Après, on est un des rares métiers où il n'y a pas de seuil minimal, par exemple, de rémunération en France. Je veux dire, du côté du spectacle, on a l'intermittence, un cachet d'intermittent, il y a un minimum. Alors que pour le pourcentage de droits d'auteur qu'on touche sur nos livres, il n'y a pas de minimum et on peut parfois avoir 3% de droits d'auteur sur un livre, ce qui est absolument rien. Et d'après mon expérience personnelle, je peux vous assurer, la différence entre 3% et 10% de droits d'auteur sur un livre, ça fait une vraie différence de rémunération à l'arrivée. Alors, mon auteur ou autrice préférée, là c'est complètement impossible d'en citer qu'un. En science-fiction, en fantastique et en littérature étrange en général, je suis une très grande fan de Francis Berthelot. Pour moi, Rivage des Intouchables, c'est sans doute le plus beau et le plus poignant des space opéras qui ait été écrit en France et ailleurs. En fantasy, j'adore Hélène Kushner, je lis, je relis à la pointe de l'épée. C'est vraiment un monde de fantasy qui reste pas dans les clichés du médiéval fantastique, qui est complètement auteur humaine et en même temps fait bouger des questions philosophiques assez fortes. Et aussi, Hélène Kushner parle super bien de combat et de combat à la rapière, et ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup, et elle a des persos à la fois faillibles et complètement fous et complètement humains. Au-delà de la fantaisie, j'ai adoré Le Seigneur des Porcherets de Tristan Egol, je suis une grande fan de Jack London, d'Elise Peter pour le roman historique, d'Agatha Christie en polar, enfin, il y a vraiment énormément d'auteurs que j'aime, ça va être très très dur d'en citer qu'un. Peut-être aussi pour le roman maritime, L'île au trésor de Stevenson, j'ai lu et relu. Pour les personnages et notamment pour les héroïnes, Jeanne Eyre de Charlotte Brontë. J'adore aussi tout ce qui est le réalisme magique sud-américain, la littérature américaine des États-Unis cette fois, avec notamment Steinbeck pour vraiment son âpreté, les fresques énormes qu'il arrive à faire, qui à la fois sont complètement ancrées dans leur époque et complètement universelles. Enfin voilà, il y a énormément d'auteurs que j'aime. Je peux pas dire ah tiens celui-là plus qu'un autre, c'est juste pas possible. Ah et puis j'aime bien les bastons chez David Gemmell aussi. Et mon livre de chevet, pareil, ça va être difficile. Donc évidemment, il y a du Francis Berthelot, évidemment, il y a À la pointe de l'épée. Chez Jack London, il y a Martin Eden, qui me touche beaucoup aussi, qui a un parcours justement d'un auteur qui est un peu le roman semi-autobiographique de Jack London, qui raconte comment quelqu'un qui vient pas du tout d'un milieu littéraire devient auteur. Et ça me touche aussi parce que c'est, enfin, avec beaucoup d'humilité, parce que Jack London c'est un très grand auteur, moi je suis toute petite, mais il y a un écho avec mon parcours. Moi je viens pas du tout d'un milieu littéraire aussi, je suis la première de ma famille à faire ça. On se demande un peu d'où je viens d'ailleurs. Et enfin mes parents sont très gros lecteurs, mais ils sont professeurs de physique. Et dans Martin Eden, il montre comment finalement, même quand il arrive à être auteur, il est toujours un peu entre deux mondes et il appartient jamais vraiment à aucun des mondes. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me soutient aussi beaucoup dans les moments difficiles. Et en fantasy, il y a un livre qui a changé un peu ma vision du genre, c'est Chroniques des Crépusculaires de Mathieu Gabory. Avant ça, j'étais surtout une grosse fan de SF, de fantastique. J'ai aussi beaucoup lu, relu Cristal qui songe de Sturgeon. Donc Isaac Asimov, il y a des livres d'Isaac Asimov que j'adore. Mais avec avec Chroniques des Crépusculaires, Abîme c'est l'autre roman dans le même univers, enfin avec cet univers de Mathieu Gabory, j'ai vu de la fantaisie qui sortait vraiment de ce qui était prédominant à l'époque, c'est-à-dire à la fois de la fantaisie uniquement anglo-saxonne et quasiment du médiéval fantastique.
Et Chroniques des Crépusculaires, ça sort complètement de ça. Et le parcours du héros, c'est pas le héros qui va affronter le mal pour sauver le royaume, c'est pas le héros qui va vouloir monter sur le trône à la place de l'empereur, mais c'est un personnage qui est lui aussi entre deux mondes, qui est entre ce qu'il voudrait faire ou ce qu'il croit qu'il voudrait faire, ce que sa famille attend de lui, ce que le monde attend de lui, et ce qu'il a au plus profond de lui-même et qu'il assume pas vraiment, et pareil, c'est beaucoup de résonance avec mon parcours. Donc c'est un roman qui a vraiment été important pour moi, et je me suis dit, ouais, mais on peut faire ça avec la fantasy, quoi. Et en plus, on peut le faire en France. Et vraiment, ça m'a ouvert des portes dans la tête, c'était assez génial. Alors, je fais beaucoup de documentation pour mes romans en général, et notamment, oui, pour décrire et pour faire vivre les lieux dans lesquels passent mes personnages. Plus sur la description, j'essaye vraiment de faire vivre un lieu de manière globale, avec aussi sa culture, ses coutumes, sa nourriture, ses odeurs, ses sensations. Dès que je peux, je voyage dans les lieux qui ont inspiré mes romans. Bon, quand c'est des lieux qui étaient super jolis à l'Antiquité, mais qui maintenant sont des grosses zones de guerre, c'est pas possible. Par contre, pour d'autres, j'essaye vraiment de le faire. Là, par exemple, pour un futur projet de roman, le printemps dernier, je suis à la Terre-Neuve. Et j'ai découvert beaucoup plus que ce que j'espérais. Et c'est ça que j'aime aussi quand je fais du repérage, c'est de découvrir des choses qui vont nourrir mes livres auxquels je ne m'attendais pas, en fait. D'avoir ces surprises-là. Alors là, je vais être très claire, pour moi, il n'existe pas de sous-littérature. En plus, quand on est dans le fantastique, la fantasy, la science-fiction, on est déjà méprisé par plein de gens. Si nous aussi, on se met à mépriser d'autres, on se tire un peu une balle dans le pied. Par exemple, on va mépriser la littérature adolescente, enfin, voilà, on va mépriser la littérature jeunesse, ou que sais-je. Donc non, pour moi, il n'y a clairement pas de sous-littérature. Après, il y a des démarches d'auteurs qui me parlent moins que d'autres. Disons, c'est vrai que ça me parle quand un auteur est sincère. Quand il écrit pour vraiment transmettre une histoire au lecteur, que ce soit une histoire qui ait des implications énormes, philosophiques, humaines, etc., ou que ce soit juste une bonne histoire qui lui tienne à cœur à lui et qui soit juste finalement de bonnes montagnes russes. Voilà, mais la sous-littérature, j'y crois absolument pas. Alors, mes influences littéraires sont pas mal celles citées plus haut, et aussi quelques-unes plus anciennes, notamment le roman feuilleton du 19e, pour son sens du rythme, pour son côté très âpre. Après, plus que des influences littéraires, quand j'écris, j'ai beaucoup d'influences cinématographiques, vraiment. C'est beaucoup plus le cinéma qui m'inspire pour écrire des romans. Et aussi le jeu vidéo. Bon, maintenant j'ai moins le temps de jouer, mais il y a des jeux vidéo qui m'ont beaucoup inspiré à certaines périodes. Par exemple, toute la saga Legacy of Kain, Soul River, je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un peu ancien, mais c'est un super bel univers de fantasy, et avec aussi un côté carrément post-apocalyptique dans certains épisodes. Donc ça va très loin, et voilà, les inspirations pour écrire des romans, pour moi, se trouvent pas uniquement dans d'autres romans, mais vraiment dans plein d'histoires. Bon, 16, non, c'est pas moi qui vais lever le mystère. Lire est important parce qu'il étend nos univers. Ça étend nos univers, ça nous fait sortir de notre carcasse. Quand on lit un bon livre, on partage l'expérience de gens qui ne sont pas nous, voire qui sont complètement différents de nous, et on devient presque eux, en fait, pendant un certain temps. Je veux dire, voilà, moi je suis une jeune femme habitant en banlieue parisienne, et de moins en moins jeune d'ailleurs, mais quand je lis, je peux être aussi bien un vieux guerrier qui va défendre une citadelle, un sage chinois du 5e siècle, donc une scientifique du 19e qui essaye de faire son chemin dans un monde qui n'est pas fait pour elle. Je peux partager leur expérience, essayer de les comprendre en fait, le temps de la lecture. Et lire, ça crée vraiment du lien entre les êtres, entre des gens qui justement n'ont a priori rien en commun. Ils peuvent être touchés par la même histoire. Ils peuvent être touchés de manière différente aussi par moments par la même histoire, mais cette histoire va les relier, va leur permettre d'en parler ensemble et de se comprendre un peu mieux. Et pour renforcer l'accès à la culture de tous, j'ai l'impression que ce ne sont pas tant les grandes déclarations de façade qui sont importantes que vraiment les petites actions concrètes au quotidien. Autour de moi, j'ai beaucoup de proches qui sont impliqués par exemple dans le monde associatif, qui font vraiment des petites actions concrètes qui s'accrochent jour après jour pour par exemple organiser des lectures dans des endroits où les gens ne lisent pas, pour amener des enfants qui n'ont pas l'habitude d'y aller à la bibliothèque ou dans des musées. Et vraiment, c'est des petits pas, mais c'est tous ces petits pas-là qui peuvent changer les choses, en fait.
Je ne sais pas s'il y a des moments où la littérature m'a vraiment sauvée. Ce qui est clair, c'est qu'il y en a où elle m'a beaucoup soutenue. Dans les moments difficiles, donc je me suis retournée vers des livres. Vers donc Martin Eden, mentionné plus haut. Vers aussi Francis Berthelot, qui écrit des histoires par moments très lourdes, très dramatiques humainement, mais qui malgré tout arrive toujours à l'écrire avec une telle humanité que quand j'en sors, je vais mieux. Et voilà, il y a tous ces auteurs en fait qui m'ont amené dans d'autres univers, qui m'ont fait partager des voyages, qui m'ont montré que le monde ne se limitait pas à mes soucis présents, qui m'ont beaucoup aidé tout au long de ma vie et qui m'aident encore. Pour cette question-là, Joker, voilà, le monde est vaste et les auteurs de talent sont très nombreux.